Bonjour, je vais vous montrer comment il est possible à partir d'une vignette clinique d'intégrer l'anatomie, la physiologie et la sémiologie du système nerveux. À partir de notre vignette, nous avons pu dresser l'anamnèse que le médecin a dû faire avec son patient. Tout d'abord, il faut savoir si le patient sait parler. S'il ne sait pas parler, c'est qu'il a une aphasie et que son nerf de Broca est lésé. Il faudra faire une hétéroanamnèse, c'est-à-dire interroger son entourage. Sinon, on pourra faire l'anamnèse du patient directement avec celui-ci. Il faudra s'interroger sur les symptômes associés à sa plainte, qui est ici une hémiparésie brachiocéphalique. Il faudra ensuite s'interroger sur le moment d'installation de l'hémiparésie, au réveil ou durant la journée. On peut ensuite lui demander le mode d'installation, rapide, quelques secondes, minutes, quelques heures, ou progressif, qui plaide alors pour une tumeur cérébrale. Enfin, nous devons demander au patient ses antécédents. Est-ce qu'il a subi récemment un traumatisme crânien? Est-ce qu'il a des pathologies cardiaques? Est-ce qu'il a des facteurs de risque cardiovasculaires qui, je le rappelle, sont l'âge, le diabète, le tabac, les traitements œstrogéniques, les antécédents familiaux, l'hypertension artérielle et l'hypercholestérolémie? Voici mon examen clinique. Il comporte 5 étapes fondamentales. Tout d'abord, il faut tester la motricité volontaire. On commence par tester la motricité de la face supérieure en demandant au patient de fermer les yeux. Ici, on s'attend à ce que le patient ait une paralysie faciale centrale. Or, nous avons une projection bilatérale du cortex moteur sur le noyau supérieur du facial. Dès lors, normalement, il aura une motricité correcte de la face et il saura fermer les yeux. Par contre, nous n'avons qu'une afférence contralatérale au niveau du noyau inférieur du nerf facial, donc le patient ne sera levé uniquement que sa lèvre supérieure gauche. Le patient se plaint d'une hémiparésie brachiocéphalique. Lorsque nous allons tester la motricité de son bras gauche, nous allons normalement avoir une épreuve du serment et un barré positif. Quant à ses membres inférieurs, normalement, ils ont une motricité correcte. Nous devons ensuite tester le tonus musculaire par mobilisation passive du membre. Nous aurons ici une hypertonie des fléchisseurs du membre supérieur droit qui cesse en lame de canif, signe d'une spasticité. Quant au réflexe tendineux, nous aurons ici une hyperréflexie tendineuse. Ceci comporte 4 points. 1. Le réflexe sera plus vif et le seuil diminué. 2. La zone réflexogène sera plus grande. 3. On pourrait avoir une réponse polycinétique. 4. On pourrait aussi avoir une diffusion de réflexes. Nous devons ensuite nous attarder à la sensibilité qui ici devrait être normale, que ce soit l'épicritique ou la protopathique. Le dernier point est les paramètres généraux du patient. Est-ce que son pouls est régulier? Est-ce que sa pression artérielle est normale? Est-ce qu'il présente un souffle cardiaque ou cérébral? Voici mon schéma scientifique. Le patient a dû avoir une pathologie cardiaque qui a causé alors une embolie. L'embole part de la cavité cardiaque pour ensuite rejoindre la crosse aortique, monter au niveau de la carotide commune gauche et puis de la carotide interne gauche et se bloquer dans l'artère cérébrale moyenne, appelée aussi artère sylvienne, au niveau d'une branche supérieure. Ceci a pour cause d'arrêter ou de diminuer fortement le flux sanguin. On aura donc une ischémie en aval, qui est ici la portion inférieure moyenne de la circonvolution frontale ascendante. Ça engendra une destruction du cortex moteur primaire, de la face et du membre supérieur de l'homunculus penfieldien moteur. En aigu, on aura une hémiparésie brachiocéphalique avec respect du Broca. En chronique, on aura une lésion chronique du faisceau pyramidal, ce qui engendre une diminution de l'activité des interneurones inhibiteurs, une hyperexcitabilité des motoneurones alpha, le tout engendrant une spasticité avec hyperréflexie et augmentation du tonus musculaire. Nous pouvons soigner ceci grâce à la toxine botulique et au baclofène. Voici un rappel de l'anatomie vasculaire cérébrale. Nous voyons sur le schéma de droite en vert le territoire vasculaire de l'artère sylvienne qui comprend le gyrus précentral. Enfin, nous allons terminer par la vulgarisation à destination du patient. Donc, monsieur, vous avez dû avoir un problème de stagnation du sang dans le cœur, qui a engendré une coagulation du sang
dans le cœur et donc une thrombose. Un morceau s'est détaché dans la circulation, ce qui a causé un embole. Il s'est coincé dans une de vos artères cérébrales à gauche. Partie du cerveau contrôlant la motricité de la face et du membre supérieur à droite est alors lésée. Avec le temps, votre moelle épinière est moins inhibée, ce qui va engendrer une spasticité. Vous aurez aussi une diminution de la force musculaire dans le bras droit. Les traitements possibles sont le botox, le baclofène. Je vous propose aussi d'éviter les facteurs de risque cardiaque. Nous avons aussi maintenant la kinésithérapie qui permet aux autres parties saines de votre cerveau de compenser la perte de mobilité, mais malheureusement, la partie lésée du cerveau est irremplaçable.